Inondations, froid, neige, qui va payer la facture et surtout l'État, le gouvernement, les pouvoirs publics ont-ils bien géré cette succession de problèmes alors que certains de nos pays voisins du Nord nous regardent au mieux avec condescendance, au pire rigolent des problèmes des Français avec la neige alors que même ils sont confrontés toute une bonne partie en tout cas de l'année. On en parle avec nos invités. Frédéric Farah, économiste, co-auteur d'une introduction inquiète à la macroéconomie aux éditions Les Petits Matins. Jean-Claude Delarue, président de la Fédération des usagers des transports et services publics. Et puis Anna Créti, responsable scientifique de la chaire économie du climat à l'université Paris-Dauphine. On va revenir d'abord sur ce chaos dans la nuit de mardi à mercredi. C'est 700 km de bouchons en Ile-de-France, un record, et ces milliers d'automobilistes qui ont dû passer la nuit dans leur voiture. Avec ce sujet de Céla Bougriou. Regardez, vous voyez, on est bloqué depuis, je sais pas depuis combien de temps je suis parti de Montparnasse, mais ça fait bien 2 heures. Et ça n'avance pas du tout. C'est pas des sablés, donc les voitures roulent doucement, ça patine, ça glisse. On doit y aller en douceur. Ça fait 1h05 qu'on marche. Et pourquoi vous êtes parti à pied? On est parti à pied parce que tout était bloqué. Il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de bus. Tout est bloqué. On attend que la route soit libérée et puis on va rentrer chez nous tranquillement. Je suis fatigué parce que j'ai fait un trajet assez long de Marseille en fait. Je viens. Donc je suis fatigué et puis en même temps c'est bien d'être là, quoi. Pour enfin se sentir soulagé d'être sorti de tous ces périples, on va dire. Vous allez voir, vous allez partir sur la droite direction Versailles. On n'a eu aucun renseignement de la part des forces de l'ordre ou rien. Et les policiers sont venus, ils avaient une camionnette, mais ils étaient 2, donc ils étaient que 2 tout seuls. Ils n'avaient pas de pelle, rien pour nous aider, donc en fait on a été obligé de se débrouiller un peu tout seul. On n'a rien à manger, rien à boire, et les gens nous disent que c'est bien possible qu'on y soit pour 2 jours encore, donc incompréhensible. Deux personnes, on a 2 places. C'est une gestion de crise, mais nullissime. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucun train qui arrive. C'est impossible, c'est impossible, impossible. Donc là, il faut prendre ses pieds, quoi. Il faut prendre ses pieds, il faut prendre son mal en patience. Et depuis hier, c'est la première fois que je vois une déneigeuse qui arrive là pour le tram. On est quand même la 5e puissance du monde et on n'arrive pas à dégeler ça. Il y a un problème là. Les Canadiens et les Russes, ils doivent se marrer. Jean-Claude Delarue, président des SOS Usagers, vous dites quoi? Une nouvelle fois, l'État n'a pas su faire face, n'a pas su anticiper? Écoutez, pour la route, je connais moins bien, c'est clair, mais enfin, quand on entend parler de la nationale 118, on sait tout de suite de quoi il s'agit. C'est une route qui descend et qui monte. Effectivement, c'est un vrai piège. Alors, on se pose la question, je pense qu'on aura la réponse au moment ou à l'autre, de savoir si les pouvoirs publics ont prévenu les gens en temps utile pour qu'ils évitent de tomber dans le piège. En revanche, pour les transports en commun, alors là, effectivement, il y a une grave responsabilité à la fois de la SNCF et des pouvoirs publics, parce que quand même, l'État est l'actionnaire de la SNCF. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé là, ça a exacerbé des problèmes que nous connaissons tous les jours sur le RER. Tous les jours, il y a des pannes, des incidents techniques, des retards, des trains supprimés, des trains courts au lieu de trains longs aux heures de pointe, etc. Donc, ça s'est beaucoup exacerbé. Et là, je crois qu'il va falloir que la SNCF réponde, et l'État répondent à 2 communiqués de Sudrail qui sont très clairs, qui disent « on n'a pas anticipé ». En automne, lorsqu'il s'agit de préparer la saison hivernale, il n'y avait personne. Enfin, ça a été quasiment pas fait, dit-il. Et ensuite, quand l'alerte a été donnée, eh bien, c'est longtemps après qu'effectivement, ils sont intervenus. Un exemple précis. Vous prenez le dépôt de Trappes, n'est-ce pas, près de Versailles, oui, qui est important. Il y a pas mal de trains qui voulaient sortir. Ils ne pouvaient pas sortir. Pourquoi? Parce que l'aiguille de l'aiguillage était gelée. Alors, les aiguillages gelés, on sait comment réagir. On a des réchauffeurs. Avec cette espèce de chalumeau. Oui, ça, c'est si les réchauffeurs n'ont pas marché avant. Mais c'est insupportable de penser qu'un dépôt aussi important que celui de Trappes n'ait pas été fichu de répondre à ça. Frédéric Farah, ça aurait pu être évité, ce chaos? En même temps, oui et non, parce que effectivement l'État aurait pu anticiper, parce que c'est pas le premier épisode de ce genre qui arrive. Donc l'État, par rapport à ça, ne découvre pas ce genre de choses. C'est pas, il y en a eu d'autres dans le passé.
Après, je crois que ça fait écho à un problème beaucoup plus profond, c'est-à-dire que la Cour des comptes avait fait un rapport à ce sujet, c'est qu'il y a eu un sous-investissement dans les infrastructures aussi de la RATP comme de la SNCF, même si ces dernières années, les investissements ont repris, et qui fait qu'il y a une partie du réseau... Vous pouvez rajouter les routes secondaires et départementales aussi. Voilà. Alors ça, c'est encore une autre question, mais qui est très largement vétuste par bien des aspects. Donc effectivement, on vit avec un réseau qui est un peu à bout de souffle. Il faudrait engager d'autres investissements pour le mettre à jour. Donc à la fois, il y a quelque chose de défaillant dans la gestion de l'État, plus un problème profond qui ne va pas se résoudre du jour au lendemain. C'est-à-dire... Ça fait longtemps qu'on nous dit ça quand même. Hein. Pardon ? Ça fait longtemps qu'on nous dit ça. Mais bien sûr, mais c'est évident. Mais il y a les rapports de la Cour des comptes sont éloquents à ces sujets sur l'état du réseau, que ce soit bien du RER ou que ce soit de la SNCF. Donc, mais là, plus particulièrement face à la neige, est-ce qu'il faut investir plus comme au Canada ou pour faire face à ce genre d'intempéries ? C'est vrai que par rapport, pour faire les liens avec ce que nous étions en train de discuter, les conditions climatiques peuvent accentuer des situations de stress et de pénurie d'investissements préexistants. Or, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? L'épisode, du point de vue météorologique, était connu. Avec une précision. Alors, au moins une semaine, avec la précision vraiment des précipitations. Du nombre de centimètres. Nombre de centimètres, fréquence, durée, température. Météo France a un service qui est extrêmement précis. Toute la question, c'est quel choix de politique publique on fait face à ces stress. Est-ce qu'on considère qu'il s'agit de phénomènes extrêmes ? Et la dernière fois, c'était 2010, hein, je crois. Alors, 2010 a été du point de vue vraiment de l'enneigement, mais on a des phénomènes également climatiques. Bon, on vient de voir les inondations, les tempêtes de vent, la sécheresse, ça appartient au même type de phénomènes qui sont destinés à s'intensifier. Et c'est là, effectivement, qu'on devrait rentrer dans une optique de programmer et intervenir. Peut-être comme font... on fait l'exemple de Montréal. C'est vrai que le climat à Montréal n'est pas le même. On ne peut pas vraiment comparer. Parce que... Non, on ne peut pas comparer. Et, ceci dit, leur budget face aux événements climatiques extrêmes est beaucoup plus à l'aise. Question. Est-ce que si on a un tel phénomène tous les 5 ans, l'État, qu'il soit de gauche, de droite, se dit pas, écoutez, on ne va pas investir des millions pour un truc qui arrive tous les 5 ans et qui va durer 2 jours où les gens vont râler pendant 2-3 jours. Avant, parce qu'avant, effectivement, vous n'aviez pas ces problèmes d'aiguillage gelé. Simplement, il se trouve qu'on a réduit le nombre de cheminots sur le terrain. Par conséquent, il n'y a pas assez de gens pour faire le boulot. Avant, il était fait. Nous avons un collectif de retraités comme moi, n'est-ce pas ? Mais moi, je suis pas retraité de la SNCF, des gens, des cheminots qui nous disent c'est pas croyable ce qui se passe. Ça ne se passait pas avant. Et je répète, en particulier pour les aiguillages et d'autres choses. Mais vous demandez quoi alors pour faire face à ce genre Parce que quand on voit ce monsieur qui dit regardez, on n'a pas vu de chasse-neige ou de déneigeuse depuis 2 jours, mais est-ce qu'on va acheter des centaines de déneigeuses pour 3 jours dans l'année ? C'est toujours le même problème. Pour la voiture, je parle pour les transports en commun. Hein. Pour les transports en commun, on parle aussi de la voiture. Oui, non, mais vous connaissez le sujet, moi moins. Et donc, pour ce qui concerne les transports en commun, je vous le dis, c'est très clair. On est dans une politique depuis des années qui consiste à réduire les investissements au niveau des cheminots de terrain. Écoutez, j'ai là, par exemple, Huchon qui déclarait en 2001, ancien en octobre président 2001, président de la région, qui disait « La SNCF n'a pas suffisamment investi pour maintenir ce réseau en bon état ». 2001, et nous sommes en 2018. Hein. Mais ça, on le sait un peu. Non, on le sait, mais on ne fait rien. En revanche, une seconde. On a beaucoup d'argent pour faire un certain nombre de choses. Par exemple, le Grand Paris Express, dont la Cour des comptes, puisque parler de la Cour des comptes, dit très clairement que ça coûterait non pas 19, mais 38 milliards. Sauf qu'il faut emprunter de l'argent et que ça coûtera en définitive, intérêt compris, 134 milliards qui seront payés à la fin du siècle ou jamais. Ça peut devenir une dette perpétuelle. On a toujours de l'argent pour ce genre de projets qui sont peu utiles, alors qu'en revanche, on n'a pas d'argent. Infiniment moins d'argent sur le terrain aussi. Que ça marche. Sur les routes, par exemple, on sait qu'on a énormément investi dans les autoroutes, et que le réseau secondaire, il suffit de le prendre tous les jours. On n'a jamais vu autant de nids de poules, de trous, de raccords, de tout ça. Ça aussi, est-ce que ça va changer ou pas ? De toutes les façons, là, le rôle de l'État, il s'efface un peu dans cette histoire. Donc, effectivement... Pourquoi ? toutes les façons, ça part, de toutes les façons, dans la gestion des autoroutes en tant que tel. C'est privé. Donc, mais je vous parle de l'autre réseau. De l'autre réseau, des réseaux secondaires.
Après, ça va être toujours la même chose. Je pense que l'État est face à et c'est pas seulement moi qui le dis, face au trilemme suivant. C'est-à-dire, soit il fait de l'assainissement budgétaire, il veut préserver son modèle social, il veut faire les investissements nécessaires, mais les trois en même temps, ça va être très compliqué. Donc il va falloir qu'il fasse un choix. Soit effectivement on continue comme aujourd'hui, c'est-à-dire on bricole, et on va laisser le réseau secondaire dans cette situation. Les trains 2001, dans 10 ans, on redira la même chose. Et on va faire porter sur les usagers les efforts, les ajustements. Et on retrouve ce que vous disiez très justement, c'est-à-dire c'est un choix de politique publique, oui ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on pense qu'il est nécessaire de faire en sorte d'investir pour que les individus se retrouvent sur des réseaux aussi bien routiers que ferroviaires satisfaisants? Alors je voulais qu'on revienne quand même, pour avancer un petit peu, sur la colère des transporteurs. Ils critiquent un abus du principe de précaution parce qu'ils ont eu l'interdiction de circuler pendant plusieurs jours. Regardez ce sujet de Bastien Auger. Des camions stockés par centaines au bord des routes, interdits de rouler, abandonnés parfois des nuits entières par des chauffeurs pas vraiment ravis. Là j'étais sur les petites départementales avant, ça roulait super bien. Et là qu'on nous arrête alors qu'on est sur l'autoroute, c'est un peu abusé quoi. La sableuse, ça vient de passer en plus. Donc on pourrait monter plus haut jusqu'à Orléans, Vierzon. Et là, on est bloqué. Pour rien du tout, pour 2 flocons en plus qui tombent. À l'origine de ces blocages, des décrets pris par les préfets au cours des épisodes neigeux. Interdiction pour les plus de 7,5 tonnes de rouler sur certains tronçons. Il a donc fallu se garer en amont de ces portions d'autoroute. Raison invoquée, avec la neige et le verglas, les poids lourds peuvent se retrouver en portefeuille et bloquer les voies. Les organisations de routiers dénoncent un manque d'informations et des restrictions parfois démesurées. C'est un vrai constat qui est dramatique. Le sacro-saint principe aujourd'hui de précaution a fait que de très nombreux véhicules ont été stockés dans des zones qui n'étaient absolument pas impactées par les intempéries parce qu'il y avait éventuellement risque qu'ils puissent s'y rendre. Une autre organisation estime les pertes liées à cette immobilisation à au moins 60 millions d'euros par jour. Est-ce que là, on n'est pas dans la démonstration complète de l'incapacité de l'État à gérer? C'est-à-dire de dire, je ne sais pas ce qui va se passer, donc je stoppe tout. Allez hop, tous les camions, terminé. Et du coup, ils râlent. Le principe de précaution est inscrit dans les lois qui considèrent justement cela comme une mode d'intervention de l'État. Donc, c'est déclarer une mesure, donc celle d'arrêter les camions pour les principes de précaution, est quand même un processus en soi, je veux dire. Ce n'est pas juste mais vous avez vu ce qu'ils disent. Ils disent on pourrait quand même faire quelque chose d'un peu plus précis. Ah oui, ça c'est vrai que c'est extrême. C'est extrême. Bon. Il doit être utilisé à bon escient. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit maintenant, les supermarchés commencent à être vides, il n'y a plus d'approvisionnement en produits frais, tout ça a pourri dans les camions, etc. Il y a des conséquences dans tout ça. Voilà, il faut l'utiliser de façon intelligente. Ce n'est pas juste dire on prend cette mesure, il y a un processus pour qu'on arrive à déclarer, c'est comme les états d'urgence. Pareil pour les transports en commun, on a dit on stoppe tout. Oui, et parce que c'est... Il ne faut pas faire autrement. Si les aiguillages étaient gelés, par exemple, c'est difficile de faire autrement. Mais il n'y avait peut-être pas que des aiguillages gelés. Et il y avait des endroits où ce n'était pas gelé. C'est-à-dire, effectivement, c'est là où la SNCF a réduit le nombre de personnel sur le terrain qu'effectivement, il y a eu les plus gros problèmes. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé là, ça a surtout, je le répète, exacerbé les problèmes existants que nous connaissons tous les jours. Et ça, c'est parce qu'effectivement, la SNCF met le paquet sur autre chose. Bon, par exemple, prenez, il y avait 187 filiales SNCF en 2008 quand Pépi est devenu président. Il y en a maintenant plus de 1000, plus de 1200 en réalité. Alors on se demande comment ça fonctionne. Entre nous, on va d'ailleurs demander comment ils sont payés pour faire ça. Vous avez la réponse. Pas encore, mais on est en train effectivement de la chercher, de contacter un certain nombre de parlementaires pour qu'ils puissent effectivement un peu prendre la gorge, si vous voulez, SNCF, qui est toujours en train de se défausser. Donc on met le paquet sur la création de filiales tous azimuts. Bon, par exemple, ils sont en train de vouloir assurer la maintenance du nouveau train de Dakar. Alors moi j'ai dit aux Sénégalais, faites gaffe parce que s'ils font la maintenance aussi bien là qu'ils la font chez nous, il va y avoir des problèmes. Il y aura moins de neige peut-être. Si vous voulez, on se retrouve face finalement à des injonctions assez contradictoires parce que d'un côté, il y a une préoccupation de nos citoyens sur la sécurité, sur les normes que l'on renforce. Donc si de l'autre côté on dit bon, on stoppe pas tout, alors on va laisser les trains et autres, et pour peu qu'il puisse y avoir un accident quelconque, alors là on va se retourner vers l'État en disant que l'État ne fait pas ce qu'il faut, n'assure pas la sécurité des gens. Et on ne peut pas affiner un peu plus ? Bien sûr, mais je crois qu'en même temps, même si on peut affiner, c'est pas si facile de tenir
compte et aussi d'une opinion publique extrêmement sensible et attentive à tout ce qui ressort de la sécurité, de leur sécurité. Et donc, dans le fond, on se trouve, soit ils sont bloqués, soit après, effectivement, il y a ce risque de se dire, bon, on va prendre un peu. Donc on bloque tout. Oui, alors peut-être que c'est une solution qui n'est pas terrible, c'est vrai, mais je crois que si au milieu de tout ça, on ajoute un accident, alors là... Ouais. Allez-y, oui. Toute action a un coût. Oui. Utiliser ces principes de précaution en le limitant à certaines zones, à certains horaires, aurait créé des risques autres. Et effectivement, ces risques, après, sont endossés par quelqu'un. Et en attendant, les transporteurs, eux, estiment les pertes à 60 millions d'euros par jour causées par cet épisode neigeux. Ils demandent des compensations à l'État. La question est de savoir quel est le bon dosage de ce principe de précaution. Bien entendu, il ne faut pas mettre en danger ni les personnels qui conduisent les véhicules, ni les autres utilisateurs de la route, mais il faut à un moment donné être beaucoup plus clairvoyant et beaucoup plus coordonné dans la décision décentralisée. Nous verrons bien ce que le gouvernement pourra faire comme geste. En tout cas, je sais que compte tenu de la difficulté économique grandissante dans laquelle sont un certain nombre d'entreprises, un geste sur les aspects fiscaux et sociaux serait tout à fait bienvenu. Puisque l'estimation de 60 millions par jour n'est qu'une estimation, nous avons demandé à l'ensemble de nos adhérents de nous faire remonter beaucoup plus précisément leurs préjudices. Ils ont beau jeu, là. Est-ce que l'État doit payer ces indemnités ? Je ne crois pas. C'est difficile d'avoir les recours à l'État comme les recours à une assurance. Si les risques climatiques... C'est les assurances qui doivent payer, là ? Alors, si le risque climatique est défini en tant que tel, il y a des produits d'assurance qui peuvent les couvrir. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un geste fiscal pour quelque chose qui est du ressort de l'économie décentralisée. D'ailleurs, c'est intelligent de dire qu'il faut voir bien les estimations, il faut voir les mécanismes de cause à effet, mais je vois mal l'État se positionner en dernier ressort derrière ces problèmes. Et dire on va vous rembourser votre cargaison, quoi, en gros. Je trouve que ça va un peu loin. Oui, je suis assez d'accord. Bon, ils sont dans leur rôle aussi, les fédérations de transporteurs. Oui, bien sûr, mais en même temps, effectivement, je partage votre avis. Ça va... Là, effectivement, il va y avoir le moindre risque ou autre. Si on n'a pas identifié, je suis d'accord avec vous, qu'est-ce qui va se passer ? L'État, on va toujours se présenter devant en espérant qu'il fasse un chèque ou qu'il arrange fiscalement deux, trois choses pour les transporteurs, même si, effectivement, il y a un sinistre pour la profession. Mais de l'autre côté, effectivement, il faut établir ce risque et se dire qu'effectivement, il va falloir vivre avec et que c'est un risque. Mais on peut toujours vous rétorquer aussi qu'il neige en hiver. Hein. Oui. Oui, non, mais on est tout à fait d'accord, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'est pas à Montréal non plus, et on va peut-être pas faire les mêmes investissements qu'au Canada, parce qu'effectivement, le Canada, c'est un autre hiver, que le nôtre. Alors, sauf que l'État a mis quand même un certain temps à réagir et reconnaît lui-même qu'il y a eu des gros problèmes d'information. Écoutez la ministre des Transports. Sur l'information en amont, les messages de vigilance ont été passés sur le fait qu'on avait un épisode neigeux, qu'il fallait éviter de prendre sa voiture. S'il s'agit de l'information aux voyageurs sur les transports en commun ce matin, les situations n'étaient pas forcément prévisibles puisque c'est beaucoup des difficultés des agents à prendre leur service. Mais je pense qu'en plus, il y avait moins d'agents dans les stations pour les mêmes raisons. Donc je pense qu'on peut dire que l'information aux voyageurs n'a pas été effectivement au niveau qu'on aurait pu souhaiter ce matin. C'est ça presque le problème, Monsieur Delarue, il y a un manque d'informations au-delà des investissements. Écoutez ça, le manque d'informations, c'est la première vertu à l'envers de la SNCF, c'est parfaitement clair. Et tous les jours, on nous donne des informations qui sont contradictoires. Vous pouvez voir à la même seconde deux sources différentes, le panneau par exemple, et puis d'autre part la sono, qui vous donne deux informations contradictoires. Non, c'est le désastre complet, c'est la bérésina. Vous aimez beaucoup la SNCF. Moi j'adore la SNCF, mais pas sa direction. C'est un peu, vous voyez la différence, c'est quand même assez importante. Et donc je crois effectivement que là, ça fait combien d'années aussi que la SNCF nous dit qu'elle va améliorer son information des usagers. C'est le désastre. Alors c'est vrai qu'il faut faire quelque chose de très important. Ça a été le même problème dans les aéroports. Il y a eu on me dit ça aussi, d'annulés, de retardés à Orly à cause de la neige. Mais et on peut vous rétorquer, il y a de la neige, oui, ça pose des problèmes. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas votre question non plus. C'est l'information. On parlait de l'information. Pour l'information, je crois effectivement qu'il y a eu d'abord, d'après quelques échos, des problèmes également dans les aéroports. Pour ce qui nous concerne,
En ce qui concerne les transports quotidiens, il y a toujours un problème d'information et il est évidemment multiplié, il est catapulté, si vous voulez, le jour où il y a en plus des problèmes de neige. Alors, je crois que c'est ça. Parce que les agents n'ont pas pu venir alors. Non, alors ça, c'est quelque chose que et nous voulons avoir la vérité là-dessus. Parce que si vous voulez, il y a la vérité de la SNCF, bon d'accord, il y a la vérité du gouvernement que je ne critique pas nécessairement, parce que par exemple, lui met en cause au moins le calendrier du Grand Paris Express, qui montre qu'il veut réfléchir avant de s'engager dans la voie où... C'est un autre problème. Non, c'est pas un autre problème, parce que c'est 38 milliards cash, cette affaire-là. Ça veut dire qu'avec le Grand Paris Express, vous ne pouvez pas rénover et simplement entretenir correctement le réseau existant. Donc, c'est pas un autre problème. Hein. Bon. On avance toujours. Quel est le coût économique de tout ça pour la France? L'impact, on va voir ça avec Xavier de Giacomoni. Moins de marchandises en provenance de Rungis pour les petits commerces, des usines qui tournent au ralenti, la faute à la neige qui consigne les camions le long des autoroutes. En région parisienne, 3600 poids lourds ont ainsi été bloqués. Les pertes s'élèveraient à 60 millions d'euros par jour pour les transporteurs routiers. Certaines entreprises ont toutefois réussi à contourner ce blocage. Normalement, on part avec des véhicules de 7 tonnes 5 et 8 tonnes et nous les avons remplacés par 2 camionnettes. Donc avec, du coup, ce qui entraîne double consommation puisqu'on a deux véhicules qui circulent et le risque de surcharge. En Ile-de-France, la plupart des chantiers sont à l'arrêt. Les ouvriers au chômage technique, sauf quand les entrepreneurs peuvent leur trouver du travail en intérieur. On a toujours la solution de faire occuper mes ouvriers avec d'autres travaux qui seraient à l'abri de la neige. Ça, toujours, il y a la solution de trouver là-dessus, mais toujours, il y a des choses à faire quand même. La neige aura coûté entre 400 et 500 millions d'euros par jour à l'ensemble de l'économie française. Est-ce qu'on a une idée du coût là, précis à l'heure actuelle ou il est encore trop tôt pour évaluer? Il est trop tôt pour évaluer le coût de ces épisodes. Mais ça peut retirer un 0,1 de croissance ou des choses comme ça ou c'est trop... Mais ça reste, si vous voulez, marginal ou modeste, d'autant plus qu'on bénéficie d'une croissance pour l'instant assez robuste, avec quand même des signaux plutôt encourageants. Alors je ne dis pas, ça peut marginalement la concerner, mais pour l'instant, l'économie française, du moins, donne des signes plutôt encourageants, de reprise, d'une croissance même supérieure à espérer. Alors, il ne s'agit pas tout de suite de se réjouir, et même si effectivement c'est des épisodes qui peuvent frapper par les coups que l'on vient d'entendre, il me paraît, comment dire, un peu prématuré d'en évaluer les coûts tout de suite, et de penser que ça va affecter de manière durable la croissance qui est en cours, surtout que, pour l'instant, je crois qu'on peut se réjouir de quelques nouvelles économiques en la matière, que ce soit en termes de alors, on en fait trop là-dessus ou quoi? Non, je pense que c'est un phénomène conjoncturel, on va s'en remettre, hein. Oui. Mais heureusement... Et puis au printemps, il y aura moins de neige, oui. Oui, mais même, je crois, la semaine prochaine, ça va être un peu moins dur. Mais on a la mémoire courte aussi. Ça, c'est vrai. Quand on est en plein dedans, Voilà, parce que en revenant sur... quand même, qui n'a pas la mémoire courte. En revenant sur le passé, c'est vrai qu'on peut reconstruire des coûts un peu plus fiables. Et je reviens avec mes arguments sur l'assurance pour faire la méchante économiste. Mais on pourra faire les bilans une fois qu'on aura vu quels ont été les coûts et quel a été le recours à l'assurance. Ça, c'est la seule estimation fiable qu'on peut avoir à très court terme. Après, les manques à gagner, le manque de productivité, il peut être très bien compensé. Voilà, c'est un phénomène qui peut être transitoire. Après, il y a un coût sur une journée. Autre question, vous qui êtes quand même spécialiste du climat, on sait que le climat change, évidemment. Oui. Est-ce que les gouvernements, notamment ceux d'Europe de l'Ouest, prennent ça suffisamment en compte ? Est-ce qu'il ne faut pas évoluer un peu en se disant des épisodes neigeux comparables à ça, des inondations, tout, il va y en avoir de plus en plus, oui. Donc il faut évoluer. Ça, c'est assez récent parce que ce n'est que dans l'accord de Paris, il y a 1 an et demi, qu'on a inscrit les principes qu'on appelle d'adaptation. C'est-à-dire qu'avant, on ne pensait pas pouvoir dire il y a des effets et il faut s'adapter, prendre des mesures parce que c'est irrécupérable, désormais irréversible. On était plutôt sur le fait de le prévenir. Effectivement, il faut changer un peu l'optique. Il faut faire les deux, à la fois être prévoyant pour le futur, mais mettre en place aussi des mesures qui consisteraient à supporter l'impact du changement climatique, des phénomènes extrêmes qui sont sûrement
plus fréquent et on ne parle pas d'ici 100 ans, on parle d'ici 2022-2025. Parce qu'avant la neige, il y a eu les inondations. Alors quelles sont les conséquences aussi de ces inondations? Regardez ce sujet de Samira El Gadir. Sur l'un des rares chantiers navals de la région parisienne, le niveau de l'eau est monté à plus de 3 mètres au-dessus de la normale. Normalement, le premier bateau, là, il est en cale sèche complet, on travaille autour. Il y en a un second à côté. Et normalement, on peut marcher logiquement jusqu'au bateau gris, là. Les camions, les machines, les vestiaires des salariés, tout est inondé. Chaque jour, depuis un mois, le patron évalue ses pertes. C'est le chiffre d'affaires, le manque à gagner, qui a un coût quand même relativement important, qui va être de l'ordre, je pense, de 200 à 250 000 euros. La région parisienne compte une 60aine d'entreprises sinistrées. Des restaurants, des sociétés de logistique en bord de Seine, des transporteurs fluviaux. Pour le moment, les conséquences économiques sont moins importantes qu'en 2016. Mais cette année, les intempéries durent. Pour les bateaux-mouches de Paris, il ne faudrait plus que la facture s'allonge. Depuis le 23 janvier, effectivement, nous sommes à l'arrêt total, arrêt complet. Donc plus d'activité, ce qui représente effectivement un manque à gagner qui est énorme pour nous. De combien? On compte plus ou moins 100 000 euros par jour. Donc une perte estimée à plus ou moins 1,5 million d'euros. En attendant la reprise, il faut continuer à payer les salaires, les charges. Si ça doit perdurer, toutes les aides sont les bienvenues. Le gouvernement a donc mis en place ce guichet unique pour accompagner les entreprises dans leurs démarches administratives. Leur demande principale est une mise en activité partielle. C'est un dispositif qui permet en fait à un employeur d'alléger la masse salariale. En fin de compte, il va avoir un petit peu moins à piocher sur sa trésorerie pour payer les salaires. L'État et l'assurance chômage prennent en charge 70% de ces salaires. À ce jour, plus d'1 millier d'employés franciliens sont au chômage technique. Le coût de ces crues-là, cette année, devrait être moins important, c'est ça, que ceux de 2016 ? Visiblement, c'est ce qui semble... C'est monté beaucoup plus haut, 2016. On parle de centaines de millions d'euros là, alors qu'avant c'était 1,4 milliard d'euros en 2016. Oui, donc ce qui permet encore une fois ce qu'on disait, il ne faut pas avoir la mémoire courte, il faut relativiser ce qui se passe, même si effectivement, pour du secteur du tourisme ou certaines activités en Ile-de-France, je comprends, dans l'entreprise elle-même, ils s'en fichent que ça coûte moins cher, qu'il y ait des conséquences moins importantes. Ils voient leur activité au quotidien, ils sont préoccupés. Mais même si on va dire des éléments comme on a vu pour les bateaux-mouches comptent, il ne s'agit pas non plus de les généraliser. On n'est pas dans la même ampleur, effectivement, que l'épisode précédent. Où il y avait eu des milliers de sinistrés, de maisons inondées, etc. Voilà. Mais vous avez l'air de dire, tous les deux en tout cas, c'est pas grave, c'est conjoncturel, on s'en relèvera, la France est riche, c'est pas un problème. Est-ce qu'il ne faut pas quand même changer un peu nos mentalités ? Il y a quand même des choses à changer. Alors, un des facteurs aggravants de ces crises climatiques, c'est aussi ce qu'on appelle justement effet richesse, ou la répartition géographique et l'aménagement du territoire. L'impact est aussi très fort parce que les zones qui sont inondées sont des zones où il y a de l'activité économique. Donc il faut repenser aussi l'organisation des activités économiques et créer des barrières éventuelles à comment ces activités peuvent être touchées par des phénomènes extrêmes. Comment les entreprises peuvent mieux se préparer à tout ça alors ? Alors, il faut avoir à l'esprit un protocole d'urgence. Alors, quelque chose qui est totalement nouveau, parce qu'on n'a pas intégré ces risques climatiques dans la gestion quotidienne de différents types d'activités. Alors, quand les phénomènes extrêmes arrivent, c'est sûr que on doit gérer après avec l'assurance chômage. Mais peut-être, si on arrive à prévoir avec suffisamment d'anticipation l'arrivée de certains phénomènes, on peut programmer l'activité d'une entreprise en disant cette semaine-là, on prévoit une baisse d'activité et on ne réagit pas sur la pression en fait du phénomène lui-même. Mais je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, le long de la Marne, du Loing, de la Seine, il y a des milliers d'habitants. Si on fait le principe de précaution, on leur dit dégagez. Parce que des crues, il y en aura d'autres. On peut faire ça. Ah bah oui, mais alors là, vous prenez... non, mais je vais dire, une fois voir des centaines de milliers de gens qui ne vont pas être d'accord pour quitter leur maison. On peut pas les faire. Ils sont là. Alors là, la réponse après ne peut que être sur les indemnisations. Oui, vous avez cité des fleuves et des rivières qui sont en Seine-et-Marne. Il se trouve que la Seine-et-Marne, c'est mon département. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème qui se pose. On ne va pas virer les gens, mais en revanche, on devrait faire plus attention au permis de construire.
Ça, c'est clair qu'on a construit. Mais parce que le premier plan de mémoire, anti-zone submersible, comme on les appelait à l'époque, inondables, remonte en Seine-et-Marne 1935. Nous sommes quand même en 2018, c'est bien ça, oui. Donc ça fait pas mal de temps. Et on continue effectivement à construire. Et la Seine-et-Marne, en plus, c'est le réservoir de l'Île-de-France pour les constructions de logements. Les bureaux dans les Hauts-de-Seine, ici, donc. Et puis les logements chez nous, ainsi que dans l'Essonne et en partie dans le Val d'Oise. Sans aller jusqu'en Seine-et-Marne, TF1 est le long de la Seine, là où sont nos studios. Assez haut quand même. Certaines années, il y a des plans d'évacuation aussi. Est-ce que vous évacuez tous les immeubles le long de la Seine à Paris? Non, j'ai naturellement pas dit ça. J'ai dit qu'en revanche, pour les nouvelles constructions, il faut faire attention, comme on devrait le faire depuis 80 ans maintenant, et on ne le fait pas. Oui, enfin, pour faire écho à ce qui était dit, le ministère de l'écologie a livré cette statistique que je trouve pas inintéressante en disant qu'il y avait 9 millions d'emplois qui étaient exposés au débordement de cours d'eau et plus de 850 000 emplois qui étaient exposés aux submersions marines. Bon, c'est dire combien effectivement c'est important et qu'effectivement cette question de la préparation à ce type d'événement est essentielle si on se fie à ces statistiques livrées par le ministère. Et donc là aujourd'hui, on retrouve la question de l'aménagement du territoire, donc la question des collectivités aussi territoriales, qui, elles aussi, par différentes raisons, sont un peu à bout de souffle, parce qu'on leur demande aussi de plus en plus des efforts budgétaires. Donc là, on retrouve toujours le problème du début de notre débat, c'est-à-dire les choix que l'on veut faire, c'est-à-dire en termes d'aménagement du territoire, en termes d'investissement, en termes d'infrastructure, par rapport à quelque chose qui ne va pas disparaître, c'est-à-dire quelque chose qui peut être lié à la saison, mais effectivement à ces changements climatiques qui vont faire que on va en avoir de plus en plus. Donc la balle est dans le camp de savoir qu'est-ce qu'on veut au niveau local, au niveau national et au niveau européen pour faire face à ce type d'événement. Soit on maintient les choses comme elles sont aujourd'hui, alors là on bricole et on va retrouver le mécontentement qui va se généraliser, soit effectivement on pense que c'est ça le chantier d'avenir. Et on le paye. Et on le paye, évidemment, parce qu'il y a un coût, ça c'est sûr. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus nous voir sur notre plateau ce samedi soir. Tout de suite, un nouveau journal sur LCI.